J'espère que vous m'entendez tous. Alors, nous allons passer 3 quarts d'heure ensemble. Nous avons 2 présentations sur le réemploi. La première, c'est sur l'utilisation d'éléments structurels en réemploi. Et c'est Hugo Bonnet, donc responsable technique de CycleLab, qui va nous parler de cette utilisation d'éléments structurels en réemploi. La deuxième présentation, c'est donc Julien Jussaume et Michel Monti, donc respectivement président et associé de Général Métal Édition. Et nous parlerons de réemploi d'ouvrages métalliques. Donc, on va enchaîner les 2 présentations et nous terminerons avec une dernière session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Ils seront retranscrits et je les poserai à la fin. Voilà. Donc, Hugo Bonnet, la parole est à vous. Bonjour. Alors, je vais mettre mon ordinateur. Tac. Donc, je pense qu'on est bon. Vous voyez bien mon écran? Oui. Très bien. Donc, Hugo Bonnet, responsable technique chez CycleUp. CycleUp, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un bureau d'études, plateforme digitale, développement de filières. Enfin, c'est une entreprise qui œuvre pour le réemploi. Et aujourd'hui, tout particulièrement, je vais vous parler d'utilisation d'éléments structurels en réemploi. Donc, lorsque l'on regarde un petit peu ce qui se fait, ce qui s'est fait, ce qui est en train de se faire en termes d'éléments structurels en réemploi, on se rend compte qu'on a des exemples par le passé qui ont montré la faisabilité de remettre en œuvre des matériaux de réemploi sur des ouvrages structurels. Donc là, je vous ai mis 3 exemples en face de vous. Donc, un des plus anciens, qui est le bâtiment BZ, donc qui a été construit en 2002, qui est assez représentatif et qui a vu l'utilisation de pratiquement 95% donc d'acier issu du réemploi sur le projet. Un autre projet aussi très emblématique, donc c'est le Stade olympique de Londres, construit lui en 2011, où en fait là, on est venu réutiliser plutôt des pipelines pour refaire donc une structure tubulaire, donc des arceaux que vous voyez ici. Et un exemple plus français et qui est vers ici les Moulineaux, où là c'est une structure entière donc d'une halle qui a été construite par Gustave Eiffel au 19e siècle, qui a été démontée, qui est partie d'ailleurs se faire déplomber hors site et qui a été remise en œuvre directement. En tout cas, on se rend compte que ces exemples-là sont plutôt des exemples assez particuliers et qu'il y a un véritable enjeu aujourd'hui à massifier cette pratique. Donc, le postulat de base qu'on s'est posé chez CycleUp, c'est comment est-ce qu'on est capable justement d'arriver à cette massification. Et on a eu la volonté de rédiger un guide, une feuille de route pour essayer de passer justement du particulier au systématique. Donc, cette étude, on l'a basée sur les 3 typologies de matériaux au début, donc sur l'acier, sur le bois et sur le béton, qui sont les 3 composants principaux, on va dire, de la structure aujourd'hui. Avec ces contraintes et ces opportunités, c'est vrai que le bois, c'est un matériau organique, donc il peut être sujet à l'humidité, à la dégradation, tout comme les 2 autres matériaux d'ailleurs. Voilà, que l'acier, lorsqu'on le regarde d'un peu plus près, on a quand même un processus de valorisation assez prononcé pour l'acier qui est plutôt très bien en place, qui est le recyclage. Donc, venir mettre en œuvre un réemploi de l'acier, ça demande aussi des leviers un peu différents. Et pour le béton, une problématique assez concrète et réelle dès l'origine, c'est la difficulté de la déconstruction. Voilà. Et également qu'aujourd'hui, on est capable de venir recycler ces éléments en béton assez facilement. En tout cas, on n'était pas les premiers à se poser cette question. Il y a de la littérature existante, il y a des recherches qui ont été menées, il y a des thèses qui ont été écrites sur ces éléments-là. Mais finalement, on trouvait que ça manquait d'application et que ça manquait d'un œil plus opérationnel. Voilà. Et l'autre constat sur lequel on est rapidement abouti, c'est qu'il y a un gisement énorme de matériaux, de bois, d'acier et de béton qui sont sujets à la déconstruction et qu'en réalité, on a aussi des filières, donc Général Métal Édition vous en parlera un petit peu plus tard, qui sont également en train de se mettre en place.
Donc, d'un point de vue plutôt théorique, on s'est vraiment posé la question de qu'est-ce qui se passe entre le moment où on a, par exemple, une poutre en acier dans un bâtiment et le moment où on va pouvoir réemployer cette poutre en acier. Donc, il y a toute une première partie qui est sur la réalisation d'un diagnostic. C'est vraiment d'être capable d'établir le profil de cet élément et pourquoi pas de définir des critères de sélection. Parce que l'ambition n'est pas forcément de réemployer aujourd'hui 100% de la structure en acier, par exemple, même si on aimerait bien y arriver un jour, mais peut-être de se concentrer sur 40, 50% et d'être sûr qu'on soit capable de le faire. Donc voilà, donc dans ce guide en fait, on essaye donc il y a un premier profil historique, on se pose vraiment des questions sur quelle est la documentation qu'on a à notre disposition. Est-ce qu'on a des DOE, est-ce qu'on a des fiches techniques, est-ce qu'on sait quand est-ce que ce bâtiment a été construit. Et on peut se poser, l'idée c'est aussi à ce moment-là de se poser la question sur le bâtiment en lui-même. Il a subi des intempéries? Est-ce qu'il y a eu des événements qui ont pu intervenir et qui auraient pu entraîner une dégradation sur l'élément structurel? Donc à partir de là, on a un peu essayé de définir ce profil historique qu'on va essayer de compléter avec un profil qu'on a appelé matière, qui est d'abord, dans un premier temps, visuel. Donc, c'est toute une série d'inspections qu'on va venir regarder. Est-ce qu'il y a de la rouille? Est-ce qu'il n'y a pas de rouille? Est-ce qu'on remarque une déformation plastique des éléments? Donc, ça c'est aussi quelque chose qu'on peut voir d'un point de vue visuel assez rapidement. Quels sont l'état général des structures? Voilà, donc tout ça, c'est des premiers états visuels pour essayer de se rendre compte de quelle va être la conséquence sur les performances de l'acier. Et on a associé ça, en fait, à ce moment-là, à des critères et des actions à mener. Par exemple, ben voilà, il y a de la rouille, est-ce qu'on prend, est-ce qu'on ne prend pas, est-ce qu'on ne peut pas venir découper? La même question se pose sur la plastification. Voilà. Et tout en essayant d'amener un critère d'importance, en fait. Est-ce que finalement, on a besoin, parce que la liste est longue, hein, pour être honnête, elle fait il y a une trentaine de critères, donc combiner bois, béton et béton et acier. En tout cas, est-ce qu'on ne peut pas juste se concentrer sur certains points en particulier, sachant que Alors, derrière… Hugo, excusez-moi de vous couper. Il faudra avancer un peu plus vite. On n'a plus que 7 minutes. Donc, je Oui, sais qu'il y a je encore sais. d'autres slides. Donc, Oui, voilà. oui, bien sûr. Juste, OK. Non, mais c'est prévu. Je vais essayer OK. d'avancer vite. Voilà. Bon, en tout cas, donc il y a des inspections complémentaires qui sont faites avec potentiellement des essais en laboratoire qui peuvent être réalisés. Derrière, il y a la question de se poser comment est-ce qu'on est capable, dans un processus de conception, de venir réintégrer dans les notes de calcul en fait, les performances réelles ou alors dégradées des éléments structurels tels qu'on peut venir les chercher. Donc voilà, donc il y a des approches qui ont été menées donc sur, par exemple, imposer des facteurs comment dire, de sécurité peut-être plus importants. Et au final, c'est de décrire concrètement d'un point de vue opérationnel toutes les actions à réaliser. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on doit venir déposer les matériaux? Est-ce qu'il y a une étape de transformation et de mise en état? À chaque fois, on se pose la question de quels sont les types d'opérations. Donc, c'est se dire, en fait, sur chacune de ces poutres, si on doit venir découper une partie ou alors la laisser en entier. Et ensuite, se dire, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue au niveau du transport? Est-ce qu'il y a une étape de remise en œuvre qui est un peu différente à ce qu'on peut avoir d'habitude et potentiellement un contrôle qualité au final? En tout cas, à chaque fois, il y a potentiellement des influences sur le planning et sur le côté économique. Donc, les premiers résultats, ils sont doubles. La première chose qu'on a faite, en fait, c'est qu'on s'est vraiment posé la question quel est l'intérêt du réemploi d'éléments de structure, sachant qu'il y a déjà un impact du recyclage, notamment dans l'acier et dans le béton, qui permet de valoriser ces éléments. Donc, on a fait cette analyse notamment sur le critère sur l'acier et on a regardé entre une poutrelle classique sur une base d'une fiche FDES d'une poutrelle donc, qui comporte 66% d'éléments recyclés et une poutre de réemploi. Et donc, on voit sur tous ces critères qu'on peut avoir ici lorsqu'on regarde l'impact d'un élément sur l'environnement et notamment sur le réchauffement climatique, où une poutrelle de réemploi, c'est 81% d'émissions de carbone en moins. Il
Voilà, donc c'est également 87% en pollution de l'air en moins, en pollution de l'eau un peu moins, etc., etc. Donc on se rend compte qu'il y a un vrai impact sur l'environnement de privilégier du réemploi à du recyclage. Deuxième résultat sur lequel on a abouti, c'est qu'on a essayé sur plusieurs projets ce processus d'industrialisation mais avant même cela, de justement faire ce réemploi d'éléments de structure. Donc ça, c'est un projet qu'on a essayé de mener donc, auprès de ces bâtiments 215 portés par ICAD, où il y avait cette magnifique charpente en bois qui devait à l'origine être récupérée pour être mise en œuvre sur la cité Beutre à Mérignac. C'était un projet porté par Christophe Hutin. Et c'est un projet qui malheureusement n'a pas abouti pour plusieurs raisons. Alors d'un premier point de vue, on n'a pas réussi à s'entendre sur sur un critère économique. C'est qu'en fait, on avait un surcoût de dépôt sélective, un surcoût de conception, un surcoût de transport, voilà, qui était beaucoup trop important par rapport à une structure équivalente neuve. Donc là-dessus, on a un peu abouti à attention, il se passe quelque chose d'un point de vue économique, on n'arrivera peut-être pas forcément à aller jusqu'au bout. Voilà, et après, voilà, donc on a eu d'autres problématiques en termes de planning, c'est que la plateforme devait être, le bâtiment devait être érigé à un certain temps, la déconstruction a pris du retard, finalement, c'est la remise en œuvre qui a pris du retard et on n'arrivait pas à se coordonner parce qu'il n'y avait pas justement cette question de stockage temporaire. Et finalement, on a aussi eu un problématique au niveau de la maîtrise d'ouvrage, donc receveuse, qui avait vraiment un besoin d'être rassurée, de comprendre concrètement quelle était la responsabilité des acteurs. Et étant donné qu'il n'y avait aucun intermédiaire, on était un petit peu bloqué de ce point de vue-là. Donc là, la conclusion de tout ça, c'est qu'on s'est finalement rendu compte qu'aujourd'hui, c'est très vrai pour les structures, ça l'est aussi potentiellement sur d'autres éléments de réemploi, parce qu'on ne fait pas que de la structure, on peut aussi faire des toilettes et du parquet, mais qu'en tout cas, en ce qui concernait la structure, il y avait un véritable besoin de développer de réelles filières sur le territoire et qu'il y ait un véritable maillage en fait sur ce territoire. Et General Metal Edition vous en parlera un peu plus par la suite. Mais voilà, donc le but je vais passer sur cette slide assez rapidement pour essayer d'arriver à la conclusion. Le but, c'est vraiment d'avoir cet intermédiaire entre une poutre qui est aujourd'hui placée dans un bâtiment A et une poutre qui sera un jour remise en œuvre dans un bâtiment B. Et que ça passe par plusieurs étapes. Il y a en effet cette dépose sélective, il y a potentiellement ce reconditionnement qui peut être fait en atelier, qui intervient, est-ce qu'il y a des tests à réaliser? Est-ce qu'on vient faire un test de compression? Est-ce qu'il y a vraiment un besoin de faire ce genre d'essai? Il y a un processus de remise en état et donc là, concrètement, de reconditionnement de ces poutres. Est-ce qu'il faut venir redécouper aux parties ou est-ce qu'il y a beaucoup trop de trous qui ont été réalisés? Est-ce qu'il y a des endroits où on a besoin de venir également raccourcir les éléments pour ne conserver que les parties saines? Et aussi, surtout, il y a un besoin en stockage concrètement pour avoir à disposition en fait un large panel de poutres. On peut imaginer en fait demain avoir des filières qui proposent les mêmes références qu'un fabricant de poutres neuves. On peut l'imaginer. Ou alors, si on n'est pas encore arrivé jusque-là, c'est de savoir concrètement quels sont les éléments qu'on a à notre disposition et que, pourquoi pas, derrière, les concepteurs conçoivent à partir de ce qui est déjà existant. Voilà. Mais en tout cas, il y a un besoin d'avoir cet intermédiaire-là, notamment aussi pour une question de traçabilité, de comprendre quels sont les éléments. Là, en fait, ça, c'est un exemple de quelque chose qu'on avait essayé de mettre en œuvre à une époque et qui finalement n'est pas resté, mais qui pourra un jour revoir le jour. Voilà, donc on avait eu l'envie de venir... donc à chaque fois qu'un élément métallique rentrait sur le projet, de venir en réaliser une maquette BIM, de le mettre dans un inventaire. Ensuite, on a été capable de catégoriser ces éléments selon les caractéristiques, de créer pourquoi pas un outil d'aide à la sélection de composants lorsqu'on était en train de travailler avec les concepteurs. Et au final, en tout cas, d'avoir autour de tout ça un processus de garantie et de responsabilisation qui permettent de rassurer l'ensemble des acteurs de la filière. Voilà. Donc, en conclusion, vraiment, pour pouvoir passer à une autre étape et arriver justement à cette massification, de notre point de vue, le plus simple est réellement d'avoir ces intermédiaires qui se créent
et ce qui fait la transition vers General Metal Edition qui va vous parler de leur société. Et je suis pile à 15 minutes. Parfait, on ne peut pas faire mieux. Merci beaucoup, Hugo Bonnet, pour cette présentation. Ce que je n'ai pas dit, c'est que Hugo Bonnet, donc, est responsable technique de Cyclab, quitte une plateforme numérique de matériaux de réemploi, ce qui est très intéressant. Voilà. Oui, on est un peu de tout, hein. On fait un peu de tout. On fait des bureaux d'études, enfin, voilà, mais oui. Donc, je voulais juste le souligner puisque Cyclab est connu aussi pour ça. Donc voilà, nous passons de Cyclab à General Metal Edition. Donc là, on rentre dans le concret, puisque General Metal Edition façonne des pièces métalliques en édition et en réédition, mais ils vont se présenter par eux-mêmes. C'est à vous. Bonjour. Bonjour à tous. Merci Hugo pour ton intervention. Oui, alors donc General Metal Edition est une entreprise de métallerie-serrurerie spécialisée dans la charpente métallique depuis presque une vingtaine d'années maintenant. En préambule, je voulais juste dire que on a engagé une démarche de réemploi il y a une année maintenant, puisqu'on s'est aperçu de la nécessité, alors c'est à la fois par conviction et aussi par besoin, je dirais, économique et de développer des nouvelles activités, une filière de réemploi d'ouvrages métalliques. Ce que je veux dire par là, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on parle souvent de transformation digitale dans l'Internet, etc. Nous, le point sur lequel on voudrait appuyer à travers notre exemple, c'est qu'on peut aussi parler de transformation artisanale, c'est-à-dire comment une entreprise artisanale tout à fait traditionnelle peut se réinventer et ouvrir des nouveaux marchés avec une activité nécessaire aujourd'hui, a fortiori dans la structure métallique, de réemploi. Hugo a pas mal défriché sur la partie un peu technique, sur ce qu'implique effectivement le réemploi à la place du recyclage. Il faut savoir que le recyclage effectivement est extrêmement gourmand en énergie et que effectivement si on veut s'implanter durablement à la fois dans la lutte contre l'empreinte carbone, l'économie circulaire, etc., il nous a paru nécessaire de développer cette activité de réemploi. Donc, ce qu'on a voulu faire à travers General Metal Réédition, donc, qui est la filière réédition, réemploi des structures métalliques, c'est essayer de maîtriser, enfin pas d'essayer, d'aboutir à la maîtrise totale de tout le cycle qui me paraît évidemment être un cercle vertueux du réemploi. Donc, on déploie des activités qui vont, bien entendu, de l'expertise, donc effectivement, toute la partie diagnostique évoquée par Hugo, qui est une partie très, très technique, à la fois technique, mais aussi basée sur une expérience. Le premier coup d'œil, savoir dire très rapidement si effectivement une structure est réemployable, déterminer après effectivement à travers des tests et des expérimentations ce qu'on peut appeler le taux de réemployabilité des ouvrages et des structures. Ensuite, évidemment, on peut intervenir pour de la déconstruction, donc ce qu'on appelle la dépose soignée. Donc ça nécessite effectivement des partenariats et une bonne entente avec le monde des démolisseurs. La partie stockage, nous stockons effectivement les ouvrages qu'on déconstruit. Bon, la partie stockage est un point, tout le monde le dit, hein, il n'y a pas de scoop là-dedans. C'est un point névralgique du réemploi à cause des temporalités très longues du bâtiment. Il y a un moment entre le moment où on déconstruit, donc on identifie ce qu'on appelle un gisement, et le moment où effectivement le gisement est tout partie réemployé dans un nouveau projet, il se passe souvent 1 an et demi, 2 ans, etc. Donc effectivement, il y a une problématique de stockage qui est extrêmement importante. Ensuite, il y a un passage en atelier ou pas. La plupart du temps, quand même, il y a un passage en atelier pour remettre les ouvrages en conformité avec le projet de l'architecte et du maître d'ouvrage. Ça, c'est notre cœur de métier. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on sait faire depuis très longtemps. Cette partie-là nous permet aussi d'être force de proposition. C'est-à-dire que
plus on est positionné, nous, en amont d'un projet, plus on peut dire très tôt auprès des différentes parties prenantes ce qu'il est possible de faire, bien entendu, et puis amener aussi notre expérience et nos idées sur un projet, parce qu'effectivement, tous les architectes ne sont pas spécialistes en structure métallique, ni en soudure, ni en, etc., dans des différentes parties qu'on peut faire en atelier. Et enfin, bien évidemment, pour poursuivre la logique jusqu'au bout, nous reconstruisons alors, ce qu'on a déposé ou voilà ce qu'on a transformé en atelier. Voilà. Donc, ce positionnement, je dirais, de guichet unique nous permet de maîtriser toute la chaîne du réemploi des structures métalliques. Aujourd'hui, à notre niveau, en tout cas, et c'est certainement une redite avec ce qui aura pu être dit dans la journée et sur ces 3 jours, on constate quand même un alignement des planètes qui est très favorable au réemploi, même si j'insiste quand même sur ce point, on est quand même tous un petit peu pionniers. Donc, qui dit pionnier dit effectivement tomber sur des tribus d'Indiens au coin d'un bois, avoir des déconvenus qu'on n'a pas prévus, lutter contre les éléments divers et variés. Donc, néanmoins, il y a tout d'abord effectivement un cadre réglementaire qui est extrêmement incitatif, hein, avec les 3 ou 4 grands textes réglementaires qui sont sortis cette année, l'année dernière, et qui pour la plupart seront mis en application soit cette année, soit l'année prochaine. Donc je parle de la loi AGEC, spécifique au bâtiment, de l'Aéro 2020, de la stratégie nationale bas carbone et du décret sur les diagnostics PMD, donc qui rentrera normalement en application en début de l'année 2022. Le deuxième point, c'est bien entendu, mais là j'espère qu'on prêche des convaincus, une envie forte, globale de tous les acteurs du BTP sur la nécessité du réemploi. Alors c'est vrai que si on veut être un peu, pas cynique, mais un peu méfiant, on peut dire qu'il y en a beaucoup qui font ça pour de la communication. Mais néanmoins, on pense qu'on le constate quand même tous les jours, il y a une vraie envie de changer les choses dans le bâtiment, et de faire beaucoup plus de réemploi que ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Et enfin, un dernier point qui n'est pas de la moindre importance, c'est que faire du réemploi permet effectivement de se déconnecter un petit peu du marché des matières premières qui est très volatile, et qui dit volatilité des matières premières, c'est un peu comme tous les marchés financiers. Là, c'est le marché des matières premières, mais c'est la même chose. C'est aussi de pouvoir compenser les périodes de pénurie comme celles qu'on a connues là tout simplement en fin d'année dernière ou en début d'année. Voilà. Pourtant, il reste bien entendu des points à améliorer. C'est pareil, hein, ça a été évoqué par Hugo au cours de son intervention. Nous, on constate aujourd'hui, par exemple, qu'il y a un déséquilibre énorme entre les gisements, donc ce qu'on appelle les gisements, c'est les chantiers en déconstruction, et les débouchés potentiels, donc c'est les projets de construction qui incluent du réemploi. Nous, on pense que c'est à peu près de l'ordre de 80%, 80% effectivement de gisements disponibles, puisqu'il y a énormément de déconstruction aujourd'hui. Et hélas, il n'y a pas assez de projets qui sont en face pour accueillir justement tous ces gisements. On a parlé de massification, de fluidification, etc. C'est vrai que c'est très important d'être sur ce maillon de la chaîne-là qui va permettre effectivement à la fois de massifier et donc de fluidifier et donc de faciliter le réemploi et donc les débouchés. On constate aussi un besoin encore très important d'évangélisation et d'explication concernant essentiellement, c'est pareil, vous l'avez évoqué, les contraintes techniques, mais surtout des coûts de réemploi. Nous, on milite et on le dit régulièrement haut et fort, le réemploi n'est pas moins cher que le neuf, pour plein de raisons. Et c'est souvent un frein qui fait que les maîtres d'œuvre sont là un petit peu dubitatifs par rapport à l'utilisation des réemplois. Néanmoins, il faut leur rappeler que même si le réemploi est aussi cher que le neuf, ça quand même provoque des économies drastiques en termes d'empreinte carbone. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut effectivement lutter contre le réchauffement climatique et faire des économies d'empreinte carbone, le réemploi, tout ou partie, en tout cas, est une solution indispensable et incontournable. Et donc, je le répète, la problématique du stockage qui
évidemment, implique une problématique de foncier. Alors nous sommes de la région parisienne, c'est peut-être un petit peu plus facile quand on est en région. Néanmoins, on se trouve confronté à cette problématique-là, qui est savoir qu'il faut étendre effectivement notre lieu de stockage, qui pour l'instant, on est à Gonesse dans le 95, et donc qui reste un sujet fondamental, encore une fois, à cause des temporalités très longues des constructions de bâtiments. Tous ces points-là, en tout cas celui-là, tendra à se réduire, évidemment, quand le réemploi sera... quand la pratique du réemploi sera massifiée. Alors, ce que je dis là, ça vaut évidemment pour le métal, mais comme pour tous les autres matériaux, sachant que le métal, c'est quand même une matière qui se garde très longtemps, donc qui ne subit pas qui n'est pas abîmé et qui ne subit pas les assauts du temps. Donc, effectivement, on hésite beaucoup moins à conserver longtemps des pièces métalliques que peut-être d'autres matériaux comme le bois qui peut s'humidifier, pourrir, etc. etc. Voilà. On finira sur un exemple qui nous paraît extrêmement emblématique d'un chantier auquel nous avons participé, qui est un chantier qui est toujours en cours, qui est celui de la Maison des Canaux, dans le 19e arrondissement de Paris. Là, effectivement, il y a une volonté politique très forte de faire du réemploi quasiment de A à Z dans la réhabilitation de ce bâtiment. Nous sommes intervenus effectivement pour la construction de la charpente, enfin de la terrasse extérieure, donc en charpente métallique, sur des éléments de charpente qui ont été récupérés sur un autre site dans le 93. Donc là, on a été sollicité. C'était presque un chantier un peu un proof of concept, comme on dit pour nous, puisque nous sommes intervenus quasiment à toutes les étapes du cercle vertueux qu'on a décrit tout à l'heure, à savoir qu'on a été sollicité pour faire de l'expertise au niveau du sourcing, donc déterminer quelles étaient les pièces qui étaient les plus favorables au projet. On a collaboré avec les déconstructeurs. On a effectivement façonné les pièces en atelier et c'est nous qui avons reconstruit, reposé cette terrasse métallique. Voilà, donc il est important aussi de comprendre que nous sommes des artisans, une petite entreprise, et que notre positionnement se fait par rapport à tous ces acteurs et toutes ces parties prenantes du bâtiment. Nous positionnons comme des partenaires et non pas comme des concurrents, parce qu'évidemment, on ne peut pas lutter contre des grosses machines. Néanmoins, l'idée, c'est d'être un partenaire, donc partenaire avec les déconstructeurs, partenaire avec les architectes, avec cette dimension aussi de conseil et de force de proposition. Et voilà. Donc, est-ce que Julien, tu as des choses à rajouter, sachant qu'effectivement, on ne va pas vouloir ici rentrer dans des détails techniques, mais je reviendrai quand même sur un point qui est extrêmement important, sur la fluidification et le stockage. On travaille à la fois sur du stockage chez nous, bien entendu, mais aussi sur des notions de stockage distribué. C'est-à-dire que si on est sollicité dans le nord de la France ou dans le sud-ouest, comme c'est le cas en ce moment sur 2 ou 3 projets, bien entendu, nous allons favoriser un stockage local et voir si effectivement les structures métalliques et les ouvrages métalliques concernés ne peuvent pas être réemployés sur place. Ça paraît logique, mais ça va quand même mieux en le disant. Des confrères. Par des confrères qui seront sur place, par exemple, même pour faire effectivement du façonnage. Nous, on interviendrait peut-être à un autre niveau. Donc, un stockage distribué. Et deuxièmement, dans le sens de la fluidification, nous sommes en train de développer une plateforme digitale qui aura pour vocation de proposer des ouvrages métalliques que nous aurons nous-mêmes sourcés et récupérés, donc qui seront garantis par General Metal Réédition concernant leur qualité, leur provenance, etc. Tout ça pour, à destination évidemment des parties prenantes du bâtiment, essentiellement des architectes et des maîtres d'ouvrage, et des confrères. Et des confrères aussi, métallos, pour, voilà, encore une fois, fluidifier, essayer de résoudre justement ce nœud qu'il y a entre effectivement le sourcing et la destination finale, comment justement fluidifier, faire en sorte que le marché ait connaissance qu'il existe des gisements qui sont à leur disposition, qui sont
mesurés, qui sont expertisés et qui sont effectivement à leur disposition, à leur convenance. Voilà, on a fait un peu le tour de la présentation. Je ne sais pas où on en est en termes de timing, mais je pense qu'on n'est pas trop mal. Vous êtes parfait. Donc là, il est pile poil 16 heures. Voilà, c'est parfait. Donc, il nous reste exactement un quart d'heure pour le jeu des questions-réponses. Sauf que pour le moment, il n'y a pas de question qui m'a été retranscrite. Alors, je ne sais pas s'il y a peut-être... tout est clair apparemment dans ce que vous avez dit. Alors, du coup, je sais que vous vous êtes rencontrés par hasard hier. Donc, le hasard fait bien les choses. Ou c'est peut-être pas si hasard que ça, parce que vous êtes quand même... Non, ça fait longtemps qu'on parle. D'accord. Donc, ça fait longtemps que vous tournez autour du pot, c'est ça? Non, c'est qu'on parle réemploi assez souvent. Et hier, c'était l'occasion d'aller visiter justement les locaux de General Medal. Alors, je ne sais pas s'ils accueillent tout le monde, mais n'hésitez pas à y aller, c'est génial. Parfait. Donc, du coup, comme vous êtes vu, j'imagine que vous avez quelques pistes de collaboration en vue. Comment vous voyez votre collaboration entre Cycleup et General Metal Édition? Alors, c'est très actuel, donc je suis pas sûr qu'on puisse vraiment développer ça ici. En tout cas, la collaboration, elle part sur une volonté commune de faire du réemploi et d'accorder nos pratiques et donc de pouvoir s'entraider quand on a besoin d'être entraidé, nous de venir potentiellement aider General Metal Edition à se fournir, même s'ils n'ont pas forcément tant de problèmes là-dessus. Nous, par exemple, imaginez que les diagnostics, on les fasse ensemble avec une partie structurelle qui soit assurée par General Metal Edition, que parce qu'il y a toute une question de fabrication aussi de produits dont on n'a pas forcément parlé ici, qui touche un peu moins la structure, mais qui sont aussi importantes. Donc de voir comment est-ce qu'on édite ça et comment est-ce que ça peut être commercialisé. En tout cas, la collaboration, elle est surtout un objectif commun qui est de faire du réemploi une pratique courante. Donc c'est surtout comme ça que je le vois. Enfin, Julien, Michel, si vous voulez rajouter quelque chose. Je disais tout à l'heure qu'on était un peu des pionniers. On n'est pas encore au point où on peut refuser des collaborations, qu'elles soient opportunistes ou temporaires ou plus longues dans le temps, peu importe. Mais l'idée, c'est d'arriver en force. Tous les acteurs du réemploi doivent, alors je n'irai pas jusqu'à dire se fédérer, mais en tout cas travailler ensemble dans la même direction pour arriver en force auprès des différents décideurs et des différents donneurs d'ordre dans le bâtiment. Pour une fois, et je l'ai évoqué, et ça a été évoqué certainement par d'autres personnes, pour une fois, la loi, on suit la loi, enfin on suit la réglementation. C'est-à-dire la réglementation nous précède. Donc c'est très bien. Il va falloir encore certainement faire beaucoup de choses sur des éléments, je dirais, assurantiels, de sécurité, etc. Mais en tout cas, de ce point de vue-là, il y a un encouragement. Bon, il faudra effectivement que les textes de loi aient leur décret d'application et soient appliqués, mais on est quand même dans la bonne configuration. Et effectivement, on discute avec CycleUp et on discute avec plein d'autres gens pour essayer effectivement d'arriver en force, encore une fois, pour affirmer quand même certaines vérités. On parlait de contraintes techniques, de contraintes de pricing aussi, qui est quand même un élément très important. Donc, il faut que les choses soient claires. Il ne faut pas qu'il y ait de méprise sur ce qu'est le réemploi. Il ne faut pas qu'il y ait de fausses idées. Et donc, plus on est nombreux à avoir le même discours, mieux c'est. Voilà. Ok, parfait. Alors, question aussi, donc, pour vous, les pièces métalliques, donc effectivement, vous l'avez dit, hein, c'est un gisement important. Selon vous, en comparaison avec le bois, le béton, ça représente quoi comme pourcentage? Hugo, tu es passé pour répondre. Pardon, j'ai pas suivi. Oui, pour les pièces métalliques, donc en fait, c'est un gisement très important, l'acier. Ouais. Et est-ce que, donc, en comparaison avec le bois, avec le béton, est-ce que voilà, les pourcentages… Le béton serait encore plus important.
Vraiment. Sauf qu'on a un gros problème et nous, on a abandonné de l'étudier. On va le faire sur certains points, mais très particuliers. En tout cas, on a abandonné l'idée de massifier un jour cette pratique. Je pense que d'autres personnes seront capables de le faire jusqu'à ce qu'on trouve le bon partenaire ou les bonnes personnes qui pourront le faire. Mais pour les raisons toutes simples de la déconstruction, hein, c'est pas très facile. C'est plus facile de déboulonner une charpente que d'aller découper du béton. Et sur le bois, on est à peu près, je pense que dans ce qu'on retrouve, dans tous les diacs qu'on fait, on est à peu près en structure, il doit y avoir 70% d'acier et 30% de bois. Mais il y a un énorme gisement de bois dans tout ce qui est, toutes les solives qu'on peut trouver dans les bâtiments qui ont été construits avant. Donc ça, c'est des choses qu'on peut retrouver. Voilà. En fait, il y a une problématique sur l'acier dont je voulais, qui me permet de parler un peu de ça aussi. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'on déconstruit principalement en acier, c'est des fermes métalliques, treillis. C'est des choses qui ont une forme plutôt en 2D, qui peuvent être plus ou moins complexes. Donc ça, c'est vraiment de tous les diags qu'on a réalisés, c'est vraiment là-dessus qu'on se retrouve le plus. Et ce qu'on construit aujourd'hui en acier, c'est plutôt des éléments rectilignes en une dimension qui viennent faire des poteaux, des poutres. Donc il y a quand même, pour être capable justement de trouver la bonne équation entre les gisements et les besoins, il y a un moment, il va falloir qu'on réfléchisse un peu plus loin pour justement encore ce désir de massification. Donc, est-ce que lorsqu'on démonte pièce par pièce ces fermes treillis, on est capable de récupérer des sections suffisamment grosses pour venir faire du poteau-poutre? Enfin voilà, il y a toutes ces questions qui peuvent se poser, mais toujours dans un besoin de massification. Mais entre-temps, on a quand même l'occasion de faire de très belles choses avant d'en arriver à réemployer plus de 50% de la structure déconstruite. Parfait. Alors, je viens de recevoir des questions, donc je vais pouvoir vous les poser. Donc, j'en ai 3, non, même 4 questions qui arrivent maintenant. Alors, la première, c'est quelles sont les clés pour faire baisser les surcoûts liés à la déconstruction sélective? Alors, vas-y. Je pense qu'il y a déjà une piste. Je pense que ça vient vraiment au moment du diagnostic. À partir du moment où on sait qu'on a un véritable potentiel pour le réemploi, à partir du moment où on considère qu'un ouvrage démonté va avoir une possibilité la possibilité d'une nouvelle vie, nous, par exemple, nous concernant, on va quasiment proposer un démontage, je dirais, voilà, pour 1 € symbolique, par exemple. Hein. Ça peut arriver. Si on sait que quelque chose peut être vraiment efficace et oui, il y a une seconde vie. Ça, c'est une piste pour faire baisser les coûts. Maintenant, il faut quand même savoir que dans le monde de la démolition, il y a quand même une concurrence très très féroce et que les coûts ils sont déjà pas très élevés. Voilà. Ok, très bien. Alors, deuxième. Oui. Je voudrais juste ajouter quelque chose très rapidement. En fait, d'une part, c'est une histoire de bilan et faut pas regarder juste le coût de la démolition, il faut regarder l'ensemble. Donc, c'est le prix de revente versus potentiellement un coût de dépôt sélectif. Le schéma qui était exposé là par Julien, c'est qu'en réalité, il dépose les charpentes, mais il les garde. Et après, il en fait quelque chose. Donc, il faut regarder ensemble. Il n'y a pas forcément besoin de faire baisser les coûts. En tout cas, il faut regarder ça dans un objectif global et notamment par le développement de filières. Et l'autre chose, c'est que pour faire baisser les coûts de dépôt sélectif, la plupart du temps, les démolisseurs, ils ne savent pas faire. Donc, il faut bien l'identifier, comme disait Julien, un bon diagnostic, bien identifier dans les CCTP qu'on a une dépose sélective à réaliser et bien identifier les bons acteurs pour réaliser cette dépose. Voilà. Ok, donc pour les 4 autres questions, je vais essayer de les rassembler un tout petit peu. Donc, il y a 2 questions qui concernent General Metal. La première, elle va être facile, c'est quel est le rayon d'action? C'est la première. Et la deuxième, le développement de votre activité de réédition vous a-t-elle amené à revoir vos méthodes de production et conception en édition pour faciliter le réemploi futur des éléments? Alors oui, revoir.
Oui et non. En fait, on continue de faire notre métier traditionnel. Voilà, on a toujours fait de la recherche et du développement de toute façon. On a toujours fait dans nos métiers, avec notre position artisanale, on a toujours eu des constructions de moutons à 5 pattes, comme on dit en France. Et bon, ça, justement, avec le réemploi, on est vraiment obligé de le faire beaucoup plus. On est obligé de faire beaucoup, beaucoup de recherches, voilà, on est obligé d'inventer tous les jours de nouvelles choses. Hein, voilà. Mais alors, évidemment, c'est un petit peu plus facile pour nous parce qu'on a plutôt de l'expérience là-dedans et on connaît la matière. Donc, oui, ça chamboule légèrement nos façons de faire. C'est bien plus difficile de faire du réemploi que de faire de la fabrication neuve et classique et courante. Hein. Il y a un nombre de contraintes qui est beaucoup plus important. Donc oui, le cœur de métier reste tel qu'il est. Ça nous incite aussi à nous remettre en question et à tester énormément de choses. Mais bon, on n'est pas une grosse entreprise, hein, donc effectivement, naturellement, on va sur des tests, on essaye des trucs, etc. Et puis pour répondre à la première question, nous, on est notre rayon d'action, c'est la France entière. Donc, sachant qu'on a quand même à l'esprit, je le disais tout à l'heure, cette notion de rester local. Nous, on peut se déplacer, on peut faire des chantiers, on peut faire des expertises un petit peu partout en France, ou alors dans les pays pas très lointains, je pense aux pays frontaliers, bien évidemment, mais avec ce souci constant d'éviter au maximum des transports, de matières, etc. Et donc de travailler en local. Et si on peut effectivement susciter des vocations de confrères métallos un peu partout en France, c'est parfait. D'accord. Il nous reste un peu moins de 5 minutes. Donc là, j'ai 2 autres questions qui concernent l'assurance et la législation, les garanties. Donc, quel assureur, surprime ou non, où en est la législation en France concernant les garanties? Alors, moi, je peux dire simplement que ce qu'on fait jusqu'à maintenant, parce que évidemment, d'un point de vue assurantiel, il n'y a rien de véritablement précis sur le sujet. Nous, on est assuré pour garantir le fait que nos ouvrages sont faits dans les règles de l'art. La notion de matériaux dans les assurances, elle n'est pas forcément précisée. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une déclaration nominative de chacun des chantiers réemploi qu'on a, sur lequel on notifie qu'il y a utilisation de matériaux réemploi. C'est comme ça, pour l'instant, qu'on procède. Ok. Parfait. Mais pour revenir, en fait, la question des assurances, c'est la même pour tous. Là, c'est vrai que ça touche à la structure, mais c'est la même chose pour tous les projets. La question des assurances, la seule chose dont ils ont besoin de savoir, c'est que chacun des acteurs, chacun des constructeurs et concepteurs engage leur responsabilité décennale dans la réalisation de ces ouvrages avec des matériaux de réemploi. Et c'est ce qu'a fait notamment ce que fait Julien justement avec General Metal Edition, mais ça engage aussi la responsabilité de l'ensemble des parties prenantes. Et l'avantage, c'est qu'ici, il y a une personne qui fait et les notes de calcul et qui réalise. Voilà, donc c'est pour ça que ça marche assez bien. Mais sur la réglementation française, en fait, il y a juste un besoin de garantir la solidité de l'ouvrage. C'est la seule chose. La seule chose qui est dite, c'est qu'il faut qu'il y ait une garantie une responsabilité civile décennale qui soit mise en œuvre pour justement garantir la solidité de l'ouvrage, mais c'est tout. Voilà. D'accord. Donc, il nous reste 2 minutes. Alors, pour les dernières 2 minutes, j'avais encore une question. Vous avez dit que le réemploi ne serait pas moins cher que le neuf, mais avec les pénuries de matériaux que nous avons actuellement concernant le bois, concernant pas mal d'autres matériaux aussi, est-ce que peut-être que le réemploi ne va pas être là compétitif, du coup? Certainement, très Assurément. certainement. Assurément. Très certainement. Et maintenant, bon, ça va certainement vous rassurer, mais on commence, j'en ai connu beaucoup, des augmentations des phases d'augmentation de l'acier en 20 années de carrière. Voilà, on vient de racheter 10 tonnes hier.
les a achetés au prix de l'année dernière, au mois de janvier, hein, si vous voulez. Donc, voilà, c'était un petit moment de bulle, là, puis c'est en train de redescendre. Oui, il y avait un élément conjoncturel quand même qui était ces dernières années là, avec la crise sanitaire. Mais c'est vrai que les marchés sont très fluctuants. Donc voilà, il y a de la spéculation sur les matières premières comme sur les actions. Hein, donc c'est très cyclique. Et donc effectivement, il suffit d'attendre le bon moment. Néanmoins, structurellement, effectivement parlant, la pratique du réemploi, comme je vous disais tout à l'heure, permet quand même d'avoir une certaine marge de manœuvre par rapport effectivement à ces fluctuations de prix. Voilà. Après, si vous voulez, concrètement, quand l'acier prend de la valeur, forcément, sa valeur aussi à la démolition, elle augmente. Donc, pour nous, c'est pas le moment d'acheter, quand l'acier est fort, c'est pas non plus le moment d'acheter des ouvrages démontés, puisqu'ils sont bien plus coûteux à partir du moment où un démolisseur peut les mettre dans une benne et gagner beaucoup plus d'argent que d'habitude. Hein. Voilà, donc ça, forcément, ça se répercute dans le prix global, mais bon, vu la notion de pourcentage vis-à-vis de la valeur de l'acier quand il va être la valeur de l'acier recyclé, en effet, on peut considérer qu'on devient compétitif. Ouais. Parfait. Ben, merci beaucoup. Il est 16h15, même 16h16. Donc, merci beaucoup d'avoir participé. Et puis, on va laisser la place aux prochains intervenants et prochains participants. Donc, on va libérer la salle. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voilà. Au revoir.